Eh bien, écoutez, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très attendue qui revient tous les ans puisqu'il s'agit de ma participation au Pumpkin Autumn Challenge. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ce challenge, comme d'habitude, je vous laisserai tout en note. Il s'agit d'un challenge qui dure pendant 3 mois, donc pour septembre, octobre, novembre, même si en général je déborde toujours un petit peu, puisque ce challenge qui commence début septembre, pour moi, l'ambiance n'est pas vraiment encore à l'automne. Donc c'est vrai que j'ai tendance à finir mes lectures précédentes et à m'y mettre en fait quelques jours après. Une fois que le climat est un petit peu plus automnal, au moins un petit peu, voilà. Là, on n'est toujours pas descendu en dessous des 30 degrés, donc je ne ressens pas du tout l'automne. Mais la motivation est quand même là, parce que c'est une façon d'anticiper la saison qui arrive avec la fraîcheur, enfin. Et du coup, c'est un challenge qui est fait par Guimauze de la chaîne Le Terré de Guimauze. Donc encore une fois, je vous laisserai le lien vers la vidéo qui explique tout. Et pour ce challenge, en fait, on est censé choisir un certain nombre de livres qui correspondent à des catégories prédéterminées avec des mots-clés, avec toujours la possibilité aussi de tricher un petit peu de façon à pouvoir y coller à peu près toutes les lectures en fait qu'on a envie de lire parce que c'est un challenge, mais si on n'y prend pas de plaisir, bien sûr, ça vaut pas le coup, hein. Faut dire les choses comme elles sont. Et donc je vais vous présenter ce que je me suis prévu pour ce challenge, en sachant que chez moi c'est toujours une pâle pioche à lire et non pas pile à lire, c'est-à-dire que je ne suis jamais exactement, même si quelquefois j'y arrive, mais parfois je change d'avis, je change de lecture, ou j'en mets d'autres qui au final correspondent plus, ou même je change de catégorie la même lecture que j'avais prévue, parce que finalement ça ne correspond pas forcément à ce que j'avais prévu au départ. Voilà, écoutez, on va commencer tout de suite avec le premier tableau, puisque cette année ça s'appelle des tableaux et non pas des menus. Si j'ai bien compris. Et donc ça commence avec mon préféré, puisque c'est celui où j'arrive toujours à coller plein de bouquins, et il s'agit de Automne frissonnant, dans lequel la première sous-catégorie est Viens flotter avec nous. Alors Viens flotter avec nous, qui est directement inspiré de ça, de Stephen King. Je pense que tout le monde connaît l'image du petit garçon avec son parka jaune et le ballon rouge, qui en fait est une image très menaçante pour ceux qui connaissent l'histoire. Et donc ici il faut, alors cette fois-ci j'ai mis sur papier, par contre c'est trop petit, ça c'est ballot, je vais avoir du mal à lire les mots-clés. Et du coup je vais aller les ouvrir sur mon écran d'ordinateur, parce qu'il faut dire que j'y vois rien. Voilà, à tout de suite. Voilà, donc vous venez juste d'avoir droit à ce qu'on appelle une fausse bonne idée, voilà. Donc la première sous-catégorie Viens flotter avec nous, pour lequel les mots-clés sont horreur, thriller, clown, épouvante, fantastique et rouge. Donc comme j'ai dit, beaucoup de livres que j'ai collent parfaitement à cette sous-catégorie, mais j'ai quand même essayé d'éviter de la charger en y mettant seulement ce que j'ai le plus envie de lire dans l'immédiat. Alors j'ai d'abord mis la survie j'ai mélangé les accents, excusez-moi. La survie de Molly Southbourne de Tadé Thompson, qui est la suite des meurtres de Molly Southbourne, qui est une longue nouvelle ou un court roman qui en fait va certainement finir par être un gros roman, puisque cette histoire qui a commencé comme une nouvelle va comporter plusieurs volumes. On les trouve dans la collection Une heure lumière de chez Le Bélial. Encore une fois, je vous mets tout, vous inquiétez pas. Et j'avoue que j'avais beaucoup aimé le premier volume, le premier tome, la première partie, je ne sais pas du tout comment appeler ça, dans lequel on découvre Molly Southbourne, qui est atteinte d'une maladie, ou en tout cas d'un problème physiologique en rapport avec son sang. Et elle a grandi un petit peu isolée du monde, elle a grandi loin de tout avec ses parents qui la surprotégeaient. Et qui la surprotégeait en particulier vis-à-vis du sang. C'est-à-dire qu'il ne fallait surtout pas qu'elle se blesse, il fallait éviter le sang à tout prix, qui apparemment est un danger pour Molly. Et Molly étant une fille, à un certain âge, on commence malheureusement à avoir du sang, qu'on veuille ou non. Et donc forcément, ça voulait dire une fois par mois, la porte grande ouverte face à des dangers qu'on découvre en fait au fur et à mesure de l'histoire. C'est-à-dire qu'à part ce que je viens de vous expliquer maintenant, il y a beaucoup de choses dans l'histoire qu'on ne comprend pas tout de suite, qui vont être développées. On va commencer à comprendre un petit peu plus sa condition physique, sa condition de santé, qu'elle est
exactement le problème lié avec son sang, pourquoi est-ce que ses parents le savent et pourquoi est-ce qu'il la surprotège à ce point-là. Et elle-même, intéressée par ce phénomène qui la touche, va faire des études de médecine pour essayer de comprendre ce phénomène qui l'atteint. Alors c'est un livre d'horreur mais en même temps de science-fiction puisqu'il s'agit de fiction et qui est en rapport avec la science et avec une maladie qui n'existe pas. Et j'ai beaucoup aimé l'ambiance qui est assez froide, hein. On a beaucoup de mal à s'attacher au personnage mais je pense que ça n'est pas le but en fait. Le but c'est vraiment de comprendre l'histoire et son contexte. Molly n'est pas un personnage attachant mais c'est normal en fait. Quand on commence à comprendre son histoire, on comprend que ça n'a pas lieu d'être de toute façon. Ça n'est pas du tout un point, je trouve, en bien ou en mal dans l'histoire. Et ce côté scientifique, ce côté où elle essaye d'explorer, de comprendre, de savoir comment ça fonctionne, j'ai trouvé ça passionnant. À la fin de l'histoire, on a l'impression en fait que ça ouvre sur quelque chose, mais qu'une suite n'est pas forcément nécessaire, puisqu'en fait on a une partie de l'histoire achevée, mais en même temps ça ouvre vers d'autres possibilités. Donc je pense que ce deuxième volume va explorer ces nouvelles possibilités, explorer certains nouveaux personnages qu'on a rencontrés. Et en fait, sincèrement, oui, j'ai hâte de le lire. Alors, je précise que cette année, j'ai mis un maximum de petits livres pour justement ne pas m'encombrer ou me démotiver dans les lectures, puisque c'est vrai que depuis l'année dernière, c'est un petit peu difficile ces derniers mois au niveau des lectures. Et ces livres-là font, alors je peux pas vous dire exactement parce que je me rappelle plus, mais c'est une centaine de pages, voilà. Donc le jour où tu as envie de lire, tu prends ça et puis c'est torché en 1 heure, 2 heures, voilà. Donc c'est vrai que ça permet aussi d'avoir une petite lecture et puis si à un moment donné j'ai envie d'attaquer un grand bouquin, rien ne m'empêche. Toujours dans la même sous-catégorie, j'ai aussi décidé de mettre Goth de Otsuichi qui malheureusement n'est pas traduit en français et dont je vous ai parlé dans ma vidéo de book haul que j'ai fait il n'y a pas longtemps où j'avais chopé pas mal de livres asiatiques, en particulier d'horreur ou fantastique, et donc celui-là en faisait partie. Il me semble que c'était l'histoire de deux jeunes filles, mais une en particulier qui s'habille un peu goth, etc., mais qui a une passion à la limite malsaine envers les tueurs en série qui, semblerait-il, prolifèrent pas mal dans sa ville d'origine et donc elle essaye d'enquêter, de comprendre, etc. Mais ce livre est considéré comme l'un des meilleurs livres d'horreur de la littérature japonaise. Donc autant le sujet, j'ai l'impression qu'il est un petit peu banal en soi, mais vu effectivement les retours que j'en ai entendus, je me dis qu'il doit quand même y avoir des choses bien plus intéressantes derrière. Voilà. Alors la sous-catégorie suivante, il s'agit de l'enfer des backrooms. Alors moi je connaissais pas la version des backrooms que Guimauve nous a expliqué, j'en connaissais une autre complètement différente et pas du tout dans le même genre. Ah oui c'est vrai, je peux pas lire ce papier. Donc l'enfer des backrooms, il s'agit de dimensions parallèles, cryptiques, labyrinthes, internet, légendes urbaines. Alors pour celui-ci j'ai choisi Cemetery Challenge, pareil dont j'ai parlé dans mon book haul, dont la lecture m'a été inspirée par Jodie de la chaîne Les Contes de la Crypte, et dont sincèrement entre la couverture et l'histoire je n'aurais jamais acheté ça de moi-même, mais Jodie qui est aussi une lectrice de livres d'horreur apparemment a été assez impressionnée par l'ambiance et apparemment il y a quelque chose qui peut nous faire ressentir vraiment de la frayeur dans ce livre, même pour quelqu'un qui est habitué. Moi je suis vraiment curieuse par rapport à ce côté-là. Cemetery Challenge est en fait un challenge Facebook que des jeunes s'imposent, qui consiste principalement à passer la nuit dans un cimetière. Un des personnages principaux va disparaître et sa meilleure amie va essayer, sous la demande de la mère de la personne disparue, de la retrouver. Voilà, je vous balance un petit peu l'histoire n'importe comment parce que depuis le book haul, en fait, j'ai pas cherché à relire les 4e de couverture parce que si je les ai pris, c'est parce qu'ils m'avaient l'air intéressants et j'ai pas envie d'en savoir trop sur l'histoire par avance. Donc, de toute façon, c'est acheté, c'est pris, et ben faut que je lise. Voilà. Et puis, je vous ressors La Maison des Feuilles qui est quelque part, je vous le ramène. Voilà, donc je vous ramène encore une fois La Maison des Feuilles que j'avais préparée dès ma première participation à ce challenge et que jusqu'à maintenant je n'ai toujours pas réussi à lire. Je l'ai acheté, il doit y avoir 5-6 ans je crois, très peu de temps après sa sortie en fait, puisqu'il m'avait été conseillé par une collègue américaine. Et c'est vrai que ce qui m'avait beaucoup attiré déjà c'était le format. Alors bon, il est énorme, c'est ça en fait qui fait que j'ai un petit peu de mal
Et puis du coup, ça n'est pas quelque chose que je vais pouvoir lire quand je suis au lit, alors que c'est le moment où je lis le plus. Parce que ça, si je m'endors, ça me tombe sur la gueule, ça va faire mal à la tête. Oui, je pense à ça parce que c'est quelque chose qui a tendance à m'arriver. Donc oui, il faut penser à sa santé avant tout, même quand on aime lire. Une tablette, ça fait moins mal. Et du coup, c'est vrai que le format, alors avec parfois juste une ligne à droite à gauche et d'autres fois avec du texte écrit à l'envers, en diagonale, etc. C'était quelque chose qui m'avait beaucoup intriguée. Un format très particulier où justement où je m'étais dit, bah ça doit pas être bien long à lire quand même parce que parce qu'il y a plein de blancs dans les pages. Et puis jusqu'à maintenant, je ne l'ai pas fait. Alors, je le ressors. Je ne vais pas vous ressortir tout ce que je n'ai pas lu de mes précédents challenges, puisqu'il va de soi que si je les ai, il est possible que je me décide à les lire cette fois-ci, on ne sait jamais. Mais celui-là en particulier, il faut vraiment que je lise. Et il correspond justement avec le labyrinthe, avec tout ça, parce que même si je ne connais pas grand-chose de l'histoire, il me semble que c'est quelqu'un qui se retrouve coincé dans sa maison justement et qui perd la boule. D'où le côté où le texte change, où le format change au fur et à mesure de l'histoire pour nous faire ressentir en fait cette perte dans une sorte de labyrinthe mental. Voilà, donc je trouvais que ça collait bien avec ça. Et pour le Cemetery Challenge, pourquoi je l'ai mis là? Ah oui, Internet. Challenge Internet, je trouvais que ça collait bien. Voilà. Alors, la sous-catégorie suivante, il s'agit de Perfectly Splendid avec fantôme, famille, manoir, possession, gothique et drame. Alors, pour celui-là, j'ai choisi Beloved de Toni Morrison, que j'ai depuis très longtemps dans ma palle et que je n'ai jamais lu. Alors, je sais que c'est un grand classique de la littérature américaine, de la lecture afro-américaine en particulier. C'est un des livres préférés de Barack Obama, il me semble. Enfin, j'en entends parler depuis que je suis à l'école, donc ça date. Et c'est vrai que j'ai toujours voulu le lire, mais sans vraiment passer le pas. Vous savez, ça fait partie de ces livres que vous avez toujours un petit peu dans le coin de votre tête, mais où vous ne vous lancez pas. C'est vrai que pour moi, il y avait ce côté un petit peu par rapport à la ségrégation, par rapport à tous ces problèmes sociétaux qu'on retrouve aux États-Unis. Mais par contre, ce que je ne savais pas et que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, c'est que c'est un livre fantastique. C'est un livre fantastique qui apparemment ça a à voir avec des fantômes et que apparemment ça peut mettre un petit peu en mode flippette. Voilà. Alors je m'y attendais pas du tout. Et du coup, c'est vrai que depuis que j'ai compris cet aspect, moi, je dis pas que cet aspect est essentiel pour moi. Ceux qui suivent ma chaîne le savent très bien. Je dis tout et n'importe quoi. Enfin, à quelques exceptions près, mais en général, je suis pas difficile. Mais c'est vrai que pour le coup, pour un livre qui était déjà un petit peu dans ma ligne de mire, ça l'a fait remonter haut dans la liste. Voilà. Donc, est-ce que je lirai cette fois-ci? J'espère. Voilà, ça fait partie des rares gros bouquins que j'ai mis, encore que gros, tout est relatif, puisque je crois qu'il fait 300 pages, donc c'est pas la mort non plus. Donc je le sens bien cette année, je le sens bien pour celui-là. Et ensuite, j'ai également décidé de mettre Triste Revanche de Yoko Ogawa. Yoko Ogawa, une autrice qui est très connue, dont vous avez certainement entendu parler, tout comme moi, dont j'ai toujours vu les couvertures quand je passais à la FNAC et dans d'autres librairies, mais du coup que je n'ai jamais pris la peine de lire, alors que c'est pareil, elle fait des livres très très courts. Celui-ci a fait partie de mon book haul de livres fantastiques et d'horreur asiatiques, parce que je ne savais pas du tout qu'elle écrivait des livres dans Seven Land non plus, et Triste Revanche apparemment est une série de nouvelles qui apparemment sont reliées entre elles, mais je ne sais pas si c'est parce que les personnages sont reliés ou si c'est un fix-up comme on en trouve souvent dans en science-fiction. Donc du coup, écoutez, je vais découvrir ça, et d'autant plus que la couverture m'a attirée, parce que la couverture a une œuvre d'art de Yayoi Kusama, qui est une grosse citrouille jaune, qui est très connue, mais qui en fait est à côté de chez moi maintenant. Et du coup, je me suis dit, voilà, ça tombe bien, ça c'est un signe, ça veut dire qu'il faut que je lise maintenant. Tableau suivant, il s'agit de Légende des bois et au-delà, avec comme première sous-catégorie Something Wicked This Way Comes, qui est le titre de La Foire des Ténèbres de Ray Bradbury, que je crois que j'ai lu l'année dernière ou l'année d'avant, que j'avais beaucoup aimé, et qui est un roman en rapport avec l'enfance et le cirque, d'où les mots-clés Halloween, octobre, automne, fête foraine, enfance, cauchemar. Alors pour celui-ci, j'ai décidé de lire la nouvelle Les Éperons, qui est une nouvelle qui n'est pas forcément très très connue, mais qui est à l'origine du film Freaks. S'il y en a qui l'ont vu, alors moi je ne l'ai pas encore vu, mais justement parce que ça m'a toujours fait un petit peu peur. Le milieu du cirque n'est pas un milieu que je trouve relaxant ou fun, ou je l'ai toujours associé, même petite,
beaucoup plus à des ambiances malsaines, en fait voilà, j'ai jamais aimé le cirque et je trouve justement que ça colle tellement bien à tout ce qui est horreur, à tout ce qui est... Déjà, quand j'étais petite, je suis allée très très peu au cirque, mais les rares fois où on y allait, parce que bon, bah, à l'école, tout ça, quoi, hein, j'ai toujours eu du mal avec les animaux qu'on force à faire des tours, parce que je trouve, j'ai toujours trouvé ça ridicule et je ne comprends pas l'intérêt en fait de les forcer à vivre cette vie pour nous amuser, alors qu'à la base, on peut faire ça autrement. Les humains qui font des acrobaties le font parfaitement, volontairement, et font des trucs absolument géniaux, donc je comprends pas pourquoi, enfin je ne comprenais pas, parce que ça a changé depuis, hein, pourquoi est-ce que ça n'avait pas la priorité. Et les clowns m'ont toujours fait peur, parce que le côté masque, le côté... Et puis surtout, c'est vrai que les clowns, en général, c'est une image assez déprimante, je trouve, parce que souvent, il y a l'image du clown avec un masque qui rigole. Alors déjà, c'est un maquillage qui rigole, je trouve ça un petit peu chelou, quoi. Et alors qu'il doit mimer des actions, il doit mimer des choses, et parfois des actions tristes, parfois des histoires justement où il se passe des choses tristes, alors qu'il a toujours ce visage qui rigole, donc c'est un petit peu contradictoire. Et à côté de ça, il y a aussi des clowns qui se peignent le visage en clown triste, et qui à côté de ça essaient de te faire rire. Donc je pense que cette contradiction fait que pour moi, il y avait peut-être un côté où ça cachait quelque chose, où il y avait quelque chose de pas naturel, je sais pas, mais disons toute cette combinaison avec la musique, ça m'a toujours un petit peu... voilà. Donc j'avais entendu parler de cette nouvelle quand j'ai fait une liste pour Pabellio des grands classiques de la littérature d'horreur. Donc je vous mettrai un lien d'ailleurs si vous voulez, puisque il y a tous les grands classiques, je les ai tous listés depuis la naissance supposée de la littérature d'horreur, même si en fait elle date de bien avant les débuts officiels. Et du coup, oui, depuis, je veux le lire, puisque c'est une nouvelle qui n'est pas connue. Elle a été, bah oui, je vous dis, ça s'appelle Les Éperons, donc elle a été traduite. Mais pour l'édition, tout ça, je vous le mettrai en note, parce que je me rappelle absolument plus. Je sais que je l'ai depuis un moment, mais je sais plus du tout si en édition physique ou juste numérique, bref. Donc voilà, donc du coup je me dis quelque chose qui a rapport avec le milieu du cirque, apparemment avec les malformations qui étaient exploitées par les cirques. Tout ce genre d'ambiance un petit peu, oui, d'utiliser ce qu'on appelle les freaks, quoi. Hein. Donc voilà. En dehors de ça, on reste dans les livres, même si c'est pas forcément des romans, mais j'ai décidé d'y intégrer des livres de coloriage d'horreur. Pourquoi? Parce que dans cette série d'Alan Roberts, qui s'appelle Beauty Horror, alors chaque volume a une thématique spéciale, mais dans les deux premiers, c'est un petit peu mélangé. Donc en particulier dans celui-là, il y a plusieurs images de cirque, entre autres, et des images d'Halloween, donc je trouvais que ça collait. Mais l'un des volumes que je n'ai pas encore, mais qui sait, est complètement dédié aux fêtes foraines, parcs d'attractions et cirques. Voilà. Donc d'ailleurs, s'il y en a qui aiment bien les coloriages, par contre c'est du coloriage d'horreur, hein, donc c'est pas forcément mignonnet. Est-ce que je peux vous montrer un truc qui soit pas non plus trop cracra ou trop... Oui, par exemple, il y a des petites choses comme ça, si vous voyez bien. Je crois que j'en avais vu un avec des clowns, si je le retrouve. J'essaie juste d'éviter des trucs qui sont pas jolis à montrer sur YouTube, n'est-ce pas? Bref, mais de toute façon, si vous allez sur internet, vous rentrez Alan Roberts, le titre Beauty of Horror, et que vous cherchez des images sur Google Images, vous verrez une bonne partie de ce qui est inclus dans ces bouquins. Voilà. Alors, le suivant, il s'agit de poupées de souvenirs automatiques à votre service, avec comme mots-clés épistolaire, correspondance, sentiment, émotion, amour, deuil, gratitude, guérison. Alors ça, c'est une catégorie un petit peu compliquée pour moi, mais j'ai quand même réussi, grâce à mes derniers achats, à y rentrer The Ghost Bride, qui est un roman malaisien. Alors l'une d'entre vous m'a dit qu'apparemment il y a une série Netflix qui a été tirée à partir de ce roman. Alors oui, il s'agit d'une histoire d'amour, ce qui moi en général me rebute au plus haut point, mais sauf que c'est très très attaché aux traditions malaisiennes, aux histoires de fantômes malaisiennes, et l'actrice... Le personnage principal, qui est une femme qui va se marier avec un homme de bonne famille, va en fait se marier avec un homme qui est déjà mort. Mais apparemment, ce sont des situations qui arrivent pour sauver certaines familles de la banqueroute. Et elle, en fait, qui trouve son mari décédé, qui est quand même très beau, etc., elle veut quand même pas... Enfin, elle aimerait bien quand même trouver une occasion de le connaître, va passer dans l'autre monde et va devoir aller à travers une certaine série d'épreuves pour pouvoir
non seulement revenir dans le monde des vivants, mais éventuellement rencontrer son mari, je crois. Bref, dans les détails, encore une fois, je me rappelle plus à 100%, mais moi c'est cette histoire de fantômes, de tradition, je ne connais pas très bien, enfin voire même pas du tout en fait, les traditions malaisiennes, les histoires folkloriques malaisiennes, donc c'est ce côté-là vraiment qui m'intéresse beaucoup. Cette sous-catégorie n'a que ça. J'ai dit que j'aurais pas grand-chose. Hein. Ensuite, il y a la Dame Chouette des îles bouillantes avec sorcière, magie, malédiction, école, parcours initiatique, amitié. Alors pour celui-là, avec sorcière, magie, déjà, j'y ai mis le Paris des merveilles, tome 2. De Pierre Pével parce que j'avais bien aimé le premier tome, même si je n'ai pas, enfin je sais que ça a eu beaucoup de succès, donc moi je suis pas non plus émerveillée par ce premier tome, mais je trouvais sympatoche à lire, voilà. Le problème c'est que j'ai lu il y a peut-être 2-3 ans et je n'ai pas eu envie de me précipiter sur la suite parce que ça me suffisait sur le moment, et cette année en fait alors que je n'avais pas l'intention de le lire, un soir je l'ai pris, j'ai commencé à lire et maintenant je suis dans le second tome. Pour l'instant, comme le premier, histoire sympathique, personnage sympathique, j'aime beaucoup l'ambiance, j'aime beaucoup le côté Paris de la belle époque mélangé avec monde magique qui s'entrecroise, etc. Donc moi c'est vraiment ce côté-là que j'aime bien. Vu qu'il est déjà commencé, il peut faire partie de la catégorie, je sais que je vais le valider. Voilà. Ensuite, toujours pour la même catégorie, oui, j'ai mis le Mystère Eiffel qui est un livre d'énigmes que je vais aller vous chercher tout de suite parce que je ne l'ai pas pris encore. Voilà, alors il s'agit de ce livre-là que j'avais acheté quand je suis revenue en France l'hiver dernier. C'est un très beau bouquin, sincèrement, il est très beau, la couverture est super épaisse, donc du coup c'est hyper solide. Et j'ai beaucoup aimé le fait que y avait le côté un peu le livre dont vous êtes le héros, que je sais que j'aimais bien quand j'étais gamine. Et surtout, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'apparemment, c'est vraiment basé sur l'histoire de la Tour Eiffel, sur des événements historiques de cette époque-là. Il y a tout plein d'énigmes comme ça à suivre avec des types de coupures de journaux, enfin, il y a pas mal de choses comme ça qui sont basées sur des choses qui se sont passées. Donc, j'ai trouvé ça hyper intéressant pour le côté énigme, pour le côté historique, pour en fait beaucoup de choses. Voilà, alors vous avez des petites énigmes mathématiques, vous avez... ça fait un peu jeu vidéo en bouquin, voilà. Et je l'ai mis là à cause de parcours initiatique parce que je trouvais que ça collait bien. Excusez-moi, vous avez ma tête plein gros plan. Et donc voilà, donc je trouvais que ça collait bien. Et j'ai également mis, à cause de sorcière et magie, Conan le barbare, que comme pas mal d'entre vous le savent déjà, je suis en train de lire Conan le barbare depuis l'année dernière, mais je le lis à l'occasion, c'est-à-dire que je lis une nouvelle de temps en temps, voilà. Donc pour l'instant, Conan le barbare, étonnamment, me plaît beaucoup. Je pense que si je lisais tout d'un coup, par contre, ça deviendrait barbant parce que c'est vrai qu'il y a quand même un côté un petit peu répétitif dans les histoires, dans la façon de raconter, mais qui, lu en fait avec un petit temps d'écart entre elles, est super agréable. Je me régale, j'aime beaucoup le monde qui est décrit, j'aime beaucoup le personnage de Conan parce que réellement, Conan est un personnage qui existe sans exister parce que, en fait, il est plusieurs personnages dans chaque histoire. Il appartient à un pays différent, il a un rôle différent, il a une vie éventuellement différente. Donc en fait, Conan le barbare, c'est juste l'incarnation d'un personnage central dans chacune des histoires. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de donzelles à sauver, il y a pas, enfin, c'est pas du tout l'image typique qu'on peut s'imaginer à cause des affiches de films et ce type de choses. Voilà. Donc sincèrement, si vous voulez tester, n'hésitez pas, ne serait-ce qu'une des histoires. Et ne serait-ce que pour tester les os, voilà. Ensuite, sous-catégorie suivante, c'est la loi fondamentale de l'échange équivalent. Donc, partager un médium culturel avec une autre personne. Et alors, pour celui-là, alors j'ai deux options, mais en fait, réellement, je n'en ai pas du tout. Alors, je vais juste vous parler des deux options rapidement. Il y a La Perle de John Steinbeck, que je devais lire en lecture commune, je crois, l'année dernière, peut-être pour le même challenge d'ailleurs, avec l'un d'entre vous. Et puis finalement, ça s'est pas fait. Un coup, il y en avait un qui était dans un bouquin, un coup, c'était l'autre. Donc voilà. Mais si ça peut se réitérer, parce que je veux toujours lire ce bouquin, donc moi, pour moi, hein, Julien si tu veux, il n'y a pas de souci. Voilà, là, cette année, ça va être... je peux me plonger dedans quand c'est possible. Et sinon, je me suis également dit que, parce que j'ai personne avec qui faire des lectures communes, en même temps, les lectures communes, c'est un engagement. Et en ce moment, les engagements dans les bouquins, c'est pas forcément ce qu'il me faut pour me motiver. Mais du coup, sauf La Perle, puisque je l'ai déjà en tête depuis l'année dernière, donc ça n'y aura pas de souci, puis c'est un petit bouquin. Et puis j'ai envie de lire du Steinbeck.
Et du coup, je m'étais dit peut-être que Kafka sur le rivage pourrait fonctionner puisque je comptais partager avec vous cette lecture qui est une relecture, mais en parcourant la région dans laquelle j'habite maintenant et dans laquelle se passe Kafka sur le rivage. Donc ce serait d'une certaine façon une lecture pour moi, mais que je partage avec des personnes qui lisent, qui vont lire ou qui liront ou qui ont déjà lu par contre ce livre, avec en fait des images du livre que moi je peux procurer. Voilà. Alors, troisième tableau, il s'agit de Automne des bois et au-delà, avec comme première sous-catégorie Pomme alors, c'est le goût de la tarte aux amandes, avec comme mots-clés animaux, mémoire, thé, aide, intergénérationnel, altruiste, gourmandise, tendresse, guide. Alors, pour intergénérationnel, j'ai choisi la bande dessinée Jamais, d'un auteur dont j'avais lu un... Ah, je me rappelle plus. Je me rappelle plus du titre, mais je vous mettrai la bande dessinée ici, qui était sur les réseaux sociaux et sur en fait, la rapidité avec laquelle des informations circulent et malheureusement les conséquences qui arrivent derrière, qui était très drôle, très cynique. En fait, j'ai beaucoup aimé la façon avec laquelle c'était traité. Et du coup, Jamais est apparemment en rapport avec une vieille dame qui, il me semble, ne veut pas déménager de chez elle et qui est un problème malheureusement qui arrive régulièrement avec les personnes âgées. Et du coup, alors j'avoue que je l'ai pris il y a très longtemps, donc je ne me rappelle pas forcément de l'histoire, mais si il utilise le même cynisme en fait et le même humour pour exposer une situation qui finalement est assez négative en soi, franchement ça me tente beaucoup parce que c'est vrai que je trouve que ça, comment dire, ça permet de faire passer certaines choses et en même temps de ne pas oublier ce qu'elle représente vraiment, voilà. Et c'était de Duhamel, Georges Duhamel. Aïe aïe aïe. La mémoire, c'est plus ce que c'était. Hein. Bref, donc toujours dans la même catégorie. J'ai également pour animaux, alors j'ai choisi un autre roman malaisien que j'ai trouvé il y a peu et dont du coup, je vais vous dire de quoi il s'agit, mais il faut que j'utilise... j'utilise internet, désolé. Voilà, donc ça s'appelle La somme de nos folies de Shi Li Ko et qui apparemment raconte l'histoire d'un petit village dans lequel il y a régulièrement des inondations assez exceptionnelles et qui cette année-là va voir un certain nombre d'événements arriver dans le village. Donc là, on n'est pas tant dans le folklore ou le fantastique du tout, mais plutôt dans la vie locale, dans la vie des petits villages et un petit peu des dramas qui peuvent arriver avec les voisins, etc. Et apparemment dans l'histoire il y a un poisson qui est censé être libéré parce qu'il est malheureux dans son aquarium et qui également fait la couverture du livre. Voilà, donc je trouvais que ça collait dans animaux. Sinon dans cette catégorie là j'avais hésité mais je ne les ai pas encore mis parce que je ne sais pas trop lesquels j'ai envie de lire ou pas. J'ai pas mal de BD avec des animaux comme Black Sad, enfin il y en a pas mal. Et du coup je verrai bien si je décide d'en lire un également pour le rajouter à cette catégorie ou pas, mais ça bon je réfléchirai un petit peu après. Sinon également toujours dans cette catégorie, dans la catégorie guide, pardon, je vais lire entre guillemets, hein, parce que ça se feuillette à la base ce genre de guide, hein, donc je vais lire le guide du pèlerinage des 88 temples de Shikoku. Pourquoi? Parce que celui-là je l'ai acheté quand je suis venue en vacances il y a plusieurs années. Dans l'attente d'un futur éventuel où je pourrais faire ce pèlerinage, sauf que c'est un pèlerinage qui est quand même assez important, faire tout le tour de l'île à pied, ça prend à peu près 2 mois. Donc je pense que je ne pourrai pas le faire avant minimum 20-25 ans que je sois à la retraite. Et où serai-je à ce moment-là? Mais maintenant que j'habite sur cette île, je pense que c'est quand même assez simple de pouvoir faire des week-ends où je fais une petite portion pour justement visiter certains temples et certaines zones, ce que j'avais d'ailleurs fait quand j'étais venue en vacances. Et donc ce guide nous donne toutes les clés, c'est-à-dire toutes les explications religieuses, toutes les... bon, bien entendu, l'attitude à avoir, etc. Bon, ça c'est pas un souci en soi, ça fait un moment que je suis ici, c'est bon, hein. Mais également beaucoup d'explications sur la statuaire bouddhique, sur tout ce genre de choses. Et très important, les cartes pour pas se paumer. Voilà. Parce que la première fois que je suis venue, j'ai acheté ce bouquin juste avant de partir. Donc il y a une partie des trajets que j'ai fait sans guide. Et je me suis paumée plusieurs fois. Il y a eu des fois où je n'ai jamais trouvé le temple que j'étais censée trouver. J'ai clairement fait des super balades en forêt, mais plusieurs fois je me suis quand même fait un peu flipper parce que je me suis retrouvée dans des endroits où il n'y avait plus de chemin, il n'y avait plus vraiment moyen de sortir sans enjamber des trucs et me mettre dans des fourrés, des machins où je voyais plus du tout où j'allais, et y compris en fin de journée bien sûr quand la nuit elle tombe, parce que sinon c'est pas drôle. Voilà. Donc
Je vais essayer de faire ça un petit peu plus correctement cette fois-ci, même si c'est juste par petite mention. Voilà. Alors, sous-catégorie suivante, la légende de la hache noire. Avec médiéval, chevaleresque, quête, épopée, illustrée, fantasy, pour lequel j'ai choisi, oui, des fois il y a des livres physiques, c'est rare mais ça arrive, donc j'ai choisi Robert le Diable, que je traîne avec moi depuis longtemps, qui est un tout petit bouquin, et qui est un texte médiéval, c'est un roman du XIIe siècle, et qui parle du personnage de Robert le Diable, qui apparemment était un personnage... c'était un petit peu l'anti-héros de l'époque, c'est-à-dire il était supposé être un héros, mais en fait il a fait beaucoup de mauvaises choses, voilà. Donc je colle forcément, puisque ça parle de médiéval, de chevaleresque, de quête et tout, tralala, et que puisque ça fait un moment que je l'ai, et qu'il fait 120 pages, 120 pages à tout casser, quoi. Donc je me dis, ça peut être bien sympatoche à lire aussi. En plus, je vais avoir des vacances fin octobre. Et malgré ma liseuse, je me prends toujours au moins 1 ou 2 bouquins avec moi. Donc plus ils sont petits, mieux c'est. Des fois, je lis pas, mais sinon, au moins, en cas de, vous savez, pas de batterie, machin, j'ai quand même toujours un truc à faire, quoi. Voilà. Alors, sous-catégorie suivante... La mélodie infernale de la corne de chasse avec monstre, créature, wyvern, expédition, aventure, pour lequel je mets La Chose de je ne sais plus qui, encore une fois, parce qu'à chaque fois je pense à John Carpenter à cause du film. Et du coup, alors La Chose, bon, c'est une histoire qui est quand même très connue, hein. C'est une expédition en Antarctique pendant laquelle ils vont trouver un vaisseau spatial sous la glace dont ils vont dégager une créature qui nous est complètement inconnue et qu'ils vont vouloir étudier parce que scientifique oblige, hein, faut toucher à tout, faut tout triturer et faut tout étudier. Ce que je peux comprendre dans le fond, faut pas déconner, je comprends parfaitement cette curiosité, mais il y a des fois où c'est pas forcément une bonne idée. Par contre, ça fait toujours d'excellentes prémices à des histoires d'horreur. Voilà. Alors, je suis en train de lire, j'en suis à peu près à la moitié. Et alors, c'est un roman qui a inspiré le film et non pas l'inverse, comme ça arrive parfois. Et du coup, j'espère aussi pouvoir regarder ce mois le film, parce que ça fait aussi un moment que je veux le regarder, mais comme je voulais lire la nouvelle, le roman, c'est pareil, c'est petit, hein, du coup, je ne l'ai pas encore fait. Voilà. Alors, est-ce que regarder le film après le bouquin, c'est une bonne idée? Je sais pas, mais bon, je suis quand même vachement tentée. Et puis, il va bientôt falloir retourner à la période des films d'horreur. Donc, il n'y a pas de raison. Pour cette sous-catégorie, c'est tout. Pour la prochaine, Rocket Raccoon on the Run. Alors, mutation, expérience scientifique, science-fiction, chasseur de primes, gardien, galaxie. Pardon, même du mal à le dire. Cette sous-catégorie... son nom, j'ai un petit peu de mal avec, parce que je ne sais pas ceux d'entre vous qui regardent les films Marvel et je ne sais pas ceux d'entre vous qui ont regardé les Gardiens de la Galaxie 3, dont cette catégorie est directement inspirée. Donc si vous savez que j'aime les animaux, que j'ai du mal quand il leur arrive quelque chose, pour ceux qui connaissent les Gardiens de la Galaxie, sachez que ce film se penche sur l'histoire de Rocket, le raton laveur de l'histoire, et qu'on sait de toute façon depuis le premier film qu'il est le résultat d'expériences en laboratoire. Voilà, donc vu que ce film se penche complètement sur son histoire, on apprend plein de choses, mais je pense que c'est le pire moment de ma vie devant un film. J'ai été le voir au cinéma et je n'ai jamais autant pleuré de ma vie. Voilà. C'était très difficile, heureusement que j'avais un masque de rechange parce que c'était encore à l'époque où on devait porter des masques, parce que c'est comme si j'avais pris une douche pendant 2 heures non-stop. J'avais une tronche quand je suis sortie de là. Et le problème du coup, c'est que je ne peux même pas vous dire si j'ai aimé ou pas ce film. J'avais adoré les 2 premiers. Alors que pourtant, moi, les trucs d'humour, c'est un peu ça passe ou ça casse. Les 2 premiers, pour moi, ils sont passés crème. Celui-là, j'ai tellement souffert pendant le film que quand ça se calmait, en fait, je me concentrais, parce que j'étais au cinéma quand même, je me concentrais pour essayer de ne pas, voilà, d'aller mieux et que ça ne reparte pas. Sauf que bien entendu, au bout d'un moment, ça repartait parce qu'on nous montrait d'autres choses. Bref, j'ai vraiment passé un sale, pas un sale quart d'heure, mais un sale 2h30. Et donc du coup, juste de voir la liste de ce truc-là, ça me fait mal au cœur. Voilà, bon, désolée pour ce petit aparté, mais c'est vrai que ça m'a beaucoup marqué. Et je voulais vous en parler dans l'un de mes vlogs, et puis j'ai pas eu le courage d'en parler. C'était trop proche, maintenant là, ça fait plusieurs mois, donc là ça y est, c'est bon, mais ouais, il est pas passé celui-là. Voilà, allez, ça me fait chier parce que j'aimerais bien le revoir pour vraiment profiter de l'histoire. Mais je sais pas si je pourrais revoir ce film un jour parce que... en plus, en sachant ce qui s'y passe, je risque de redémarrer très vite. Voilà, alors on verra bien.
faut que je me renforce un petit peu de ce côté-là, j'ai un peu de mal. Bref, donc pour cette catégorie-là, j'ai choisi Axiomatique de Greg Egan, qui est un recueil de nouvelles de hard SF. Alors la hard SF, c'est de la science-fiction, mais qui est très axée sur le côté science. C'est-à-dire que ce n'est pas juste épisodique ou juste un détail, ça fait vraiment partie intégrante de l'histoire. Voilà. Pour ceux que j'ai lus en hard SF récemment, il y a Liu Cixin et Ted Chiang, dont d'ailleurs j'ai aussi 2 recueils de nouvelles en cours, qui sont aussi dans cette catégorie-là, mais sur lesquels je ne m'étends pas, puisque j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Alors, Axiomatique, en fait, comme je l'ai pris en audio, j'ai déjà lu une histoire, voilà, donc je me dis, bah, allons-y, Alonso, hein, puisqu'on a démarré. Continuons là-dessus, et j'avoue que la première histoire, bah, je l'ai beaucoup aimée. J'avais un petit peu peur parce que j'ai entendu dire que Greg Egan, c'était des lectures plutôt compliquées, un peu difficiles. Alors peut-être que le fait que ce soit des formats nouvelles, ça passe mieux avec moi, je ne sais pas. Faut être très attentif par contre pour réussir à bien suivre l'histoire, mais voilà, j'avoue que pendant que j'écoutais l'histoire, j'avais vraiment l'impression d'être dans une espèce de monde un petit peu à la Matrix. Enfin, c'était un petit peu particulier, mais j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai beaucoup apprécié, et d'après ce que j'ai lu, c'est l'une des plus mauvaises histoires du recueil, donc je pense qu'il n'y a pas de raison, je risque de passer un bon moment avec ça. Voilà. Et puis c'est tout pour cette catégorie là, puisque comme j'ai dit, j'ai aussi les 2 autres qui sont en cours, donc j'ai foutu tout le monde dans ce tableau. Voilà. Alors le dernier tableau, il s'agit de Automne rayonnant, avec en première sous-catégorie Will Always Find a Way, avec comme mots-clés cristaux, facettes, singularité, diversité, inclusivité, feel good. Alors pour celui-là, j'ai mis The Black Tides of Heaven de Ji Young, qui sont des auteurs singapouriens et dont j'avais déjà lu une nouvelle que j'avais bien aimée. Je vous mettrai le nom de la nouvelle aussi, et puis le lien avec l'une de mes vidéos où j'en avais parlé, ça remonte à loin, mais qui est une personne, l'auteur est une personne, auteur-autrice non binaire, et qui se qualifie comme they en anglais, ce que je ne sais pas en fait comment exprimer en français, donc je vais mélanger un petit peu les deux, hein. Et dont apparemment cette saga, qui est du silk punk, c'est-à-dire un petit peu comme le steampunk, c'est-à-dire rétro-futuriste, mais en Asie, d'où silk, et qui apparemment est basée sur un monde dans lequel les bébés naissent non genrés, mais dont la vie et dont l'histoire et le parcours va leur permettre en fait de choisir leur genre s'ils veulent, mais pour lequel ce n'est pas une obligation. À côté de ça, ça reste une histoire de fantasy, donc dont bien entendu il y a de la magie, des choses comme ça, mais également il y aura une histoire complètement asiatique, donc je pense que ce mélange peut être très intéressant. Et j'ai également décidé de mettre le recueil Bloodchild et autres nouvelles de Octavia Butler, qui je ne sais pas s'il est traduit, je crois qu'il n'est pas traduit. Ce sont certaines nouvelles indépendantes qui sont traduites, mais pas en tant que recueil, ou en tout cas pas celui-là, et j'ai réussi à mettre la main dessus. Et il comporte 2 nouvelles d'Octavia Butler que j'ai absolument adorées. J'ai aussi lu un roman d'elle que j'avais beaucoup aimé, mais pour l'instant ces nouvelles je les trouve absolument merveilleuses, je les adore, et du coup je veux absolument en lire d'autres. Donc voilà, encore un recueil de nouvelles. L'avantage des nouvelles, c'est qu'on n'est pas obligé de lire tout un bloc, et je peux en lire une, ça me le validera quand même, voilà. Et puis ça me permet de piocher et de changer comme ça selon mes humeurs. Je peux lire en fait vraiment quelque chose qui colle à mon humeur du moment. Sous-catégorie suivante, l'esprit indomptable de Jo March, avec place de la femme, indépendance, ambition, rêve, sororité, théâtre, écrivaine. Et là, j'ai choisi de mettre La fille de la supérette, qui est un petit roman très très connu, qui est un petit best-seller, que j'avais pas lu jusqu'à maintenant, et puis en fait que j'ai commencé il y a peu, voilà, donc je suis dedans, donc ça colle. La fille de la supérette, pourquoi? Parce que c'est une nana qui travaille dans un combini, c'est-à-dire dans l'équivalent d'un 7-Eleven, vous savez en fait une supérette, je suis con, en français c'est une supérette, voilà, sauf qu'ici c'est des supérettes qui sont à tous les angles de vue, de rue, pas de vue, et qui sont ouverts à 24h/24 et que tout le monde utilise tout le temps, parce que c'est pas forcément beaucoup plus cher qu'un supermarché, contrairement à chez nous, donc ça dépanne aussi parce qu'ils ont de tout, contrairement à chez nous. Donc c'est vraiment, les supérettes, c'est vraiment un truc ici, et en même temps qui sert de
petit boulot, souvent pour des étudiants ou pour des gens qui ont des conditions un petit peu particulières. Et en fait, c'est l'histoire d'une femme sans ambition et qui trouve en fait son seul plaisir dans le fait de travailler là parce qu'elle n'a pas besoin de réfléchir au futur, elle n'a pas besoin de se prendre la tête, elle gagne un salaire et c'est ce qui l'importe, voilà. Donc c'est par rapport à ça, par rapport à la pression sociétale au Japon, mais également par rapport à son caractère à elle qui est quand même assez particulier, voilà. Comme je n'ai pas terminé, je ne peux pas vous en dire plus que ça. Et j'ai également décidé de mettre La chatte sur un toit brûlant de Tennessee Williams parce que ça fait longtemps que j'ai pas lu de théâtre, parce que ça faisait un moment que je voulais en relire et que l'autre pièce de Tennessee Williams que j'ai lue, Un tramway nommé Désir, je l'avais absolument adorée. C'est une de mes pièces préférées et j'ai adoré l'écriture, j'ai adoré tout, l'ambiance, etc. Alors pour celui-là, je ne sais pas de quoi ça parle, je sais qu'un film en a été fait pareil, j'ai pas vu le film, mais je me base sur le fait que j'ai adoré sa pièce précédente que j'ai lue de lui, voilà, donc je pense que c'est suffisant pour être motivée. Ensuite il y a, alors je vais prononcer ça comme un pied, je suis désolée, alors moi et les trucs gaéliques, autant j'adore la culture, autant pour moi c'est illisible. Chouilalun Maureen, qui est un hommage à Maureen, une booktubeuse qui est partie il n'y a pas très longtemps. Comme c'était une fille qui était passionnée d'Irlande, de légendes celtes, de toutes ces choses-là, donc cette catégorie-là est basée sur elle et sur ce qu'elle aimait. Donc il y a Irlande, petit peuple, mythes et légendes, celtes, nature writing et vers. Alors pour celui-là, j'ai décidé de mettre Boudica d'El Socorro, dont je n'ai jamais lu de livre mais dont j'ai déjà entendu pas mal parler sur les chaînes Booktube. Et l'histoire de Boudica m'intéresse pas mal, même si apparemment dans ce roman c'est quand même de la fantasy, enfin il y a pas mal de choses inventées et en même temps c'est assez biographique, j'ai pas bien compris le mélange, donc on verra bien. Et comme j'ai envie de connaître l'histoire de Boudica, cette guerrière celte qui s'était battue contre les Romains et qui est également entourée d'une légende assez forte qui symbolise l'indépendance aussi dans ces régions-là, donc du coup je trouvais que ça collait parfaitement à cette catégorie-là. Et puis autrement, alors j'ai également encore une fois des bandes dessinées qui collent pas mal à tout ce qui est mythes et légendes celtes. Je sais pas encore quoi y mettre, je sais que j'ai Corrigan depuis pas mal de temps que je voulais lire, et puis j'ai aussi la série Nain que je voulais continuer, donc du coup on verra bien si je colle également ça en supplément ou à la place selon mes envies de lecture de ce moment là, voilà.